Les aventures d'Arthur Gordon Pym, Edgar Allan Poe, chapitre 15, Les îles introuvables. Le 12, nous partîmes de Christmas Harbour en revenant sur notre route à l'ouest et laissant à bâbord l'île Marion, une des îles de l'archipel Crozet. Nous passâmes ensuite l'île du Prince-Édouard que nous laissâmes aussi sur notre gauche. Puis, gouvernant plus au nord, nous atteignîmes en 15 jours les îles de Tristan d'Acunha, situées à 37,8 de latitude sud et 12,8 de longitude ouest. Ce groupe, si bien connu aujourd'hui et qui se compose de 3 îles circulaires, fut découvert primitivement par les Portugais, visité plus tard par les Hollandais en 1643 et par les Français en 1767. Les 3 îles forment ensemble un triangle et sont distantes l'une de l'autre de 10 milles environ, laissant ainsi entre elles de larges passes. Dans toutes les 3, la côte est très haute, particulièrement à celle proprement dite Tristan d'Acunha. C'est l'île la plus grande du groupe. Elle a 15 milles de circonférence et elle est si élevée que par un temps clair on peut l'apercevoir d'une distance de 80 ou 90 milles. Une partie de la côte, vers le nord, s'élève perpendiculairement au-dessus de la mer, à plus de 1000 pieds. À cette hauteur, il existe un plateau qui s'étend presque jusqu'au centre de l'île, et de ce plateau s'élance un cône semblable au pic de Tenerife. La moitié inférieure de ce cône est revêtue d'arbres assez gros, mais la région supérieure est une roche nue, ordinairement cachée par les nuages et recouverte de neige pendant la plus grande partie de l'année. Il n'y a aux environs de l'île ni haut fond ni danger d'aucune espèce. Les côtes sont singulièrement nettes et hardiment coupées, et les eaux sont profondes. Sur la côte du nord-ouest se trouve une baie, avec une plage de sable noir où un canot peut facilement atterrir pourvu qu'il ait pour lui une brise du sud. On y trouve sans peine d'excellente eau en abondance, et l'on y pêche à l'hameçon et à la ligne, la morue et autres poissons. L'île la plus grande, après celle-ci, et le plus à l'ouest du groupe, s'appelle l'Inaccessible. Sa position exacte est par 37,7 de latitude sud et 12,24 de longitude ouest. Elle a 7 ou 8 milles de circuit et se présente de tous côtés sous l'aspect d'un rempart à pic. Le sommet est parfaitement aplati et tout le pays est stérile, rien n'y vient excepté quelques arbustes rabougris. L'île Nightingale, la plus petite et la plus au sud, est située à 37,26 de latitude sud et 12,12 de longitude ouest. Au large de son extrémité sud se trouve un récif, assez élevé, formé de petits îlots rocheux. On en voit encore quelques-uns de semblable aspect au nord-est. Le terrain est stérile et irrégulier, et une vallée profonde traverse l'île en partie. Les côtes de ces îles abondent, dans la saison favorable, en lions marins, éléphants marins, veaux marins et phoques à fourrure, ainsi qu'en oiseaux océaniques de toutes sortes. La baleine aussi est fréquente dans le voisinage. La facilité avec laquelle on s'emparait autrefois de ces différents animaux fit que ce groupe fut, dès sa découverte, fréquemment visité. Les Hollandais et les Français y vinrent souvent et dès les premiers temps. En 1790, le capitaine Patten, commandant le vaisseau Industry de Philadelphie, fit un voyage à Tristan d'Acunha, où il resta 7 mois, d'août 1790 à avril 1791, pour recueillir des peaux de veaux marins. Durant cette période, il ne ramassa pas moins de 50 600, et il affirme qu'il n'aurait pas eu de peine à faire en 3 semaines un chargement d'huile pour un grand navire. À son arrivée, il ne trouva pas de quadrupèdes, à l'exception de quelques aégagres ou chèvres sauvages. Maintenant, l'île est fournie de tous nos meilleurs animaux domestiques, qui ont été successivement introduits par les navigateurs. Je crois que ce fut peu de temps après l'expédition du capitaine Patten que le capitaine Colquhoun, du brick américain Betsey, toucha à la plus grande des îles pour se ravitailler. Il planta des oignons, des pommes de terre, des choux et une foule d'autres légumes qu'on y trouve encore maintenant en abondance. En 1811, un certain capitaine Haywood de Nevis visita Tristan. Il y trouva 3 Américains qui étaient demeurés sur les îles pour préparer de l'huile et des peaux de veaux marins. L'un de ces hommes se nommait Jonathan Lambert, et il s'intitulait lui-même le souverain du pays.
Il avait défriché, cultivé environ 60 acres de terre et mettait alors tous ses soins à y introduire le caféier et la canne à sucre, dont il avait été fourni par le ministre américain résidant à Rio de Janeiro. Finalement, cet établissement fut abandonné et, en 1817, le gouvernement anglais envoya un détachement du Cap de Bonne-Espérance pour prendre possession des îles. Cependant, ces nouveaux colons n'y restèrent pas longtemps, mais après l'évacuation du pays comme possession de la Grande-Bretagne, 2 ou 3 familles anglaises y établirent leur résidence en dehors de tout concours du gouvernement. Le 25 mars 1824, le Berwick, capitaine Jeffrey, partit de Londres à destination de la terre de Van Diemen, toucha à l'île où l'on trouva un Anglais nommé Glass, ex-caporal dans l'artillerie anglaise. Il s'arrogeait le titre de gouverneur suprême des îles et avait sous son contrôle 21 hommes et 3 femmes. Il fit un rapport très favorable de la salubrité du climat et de la nature productive du sol. Cette petite population s'occupait principalement à recueillir des peaux de phoques et de l'huile d'éléphant marin, qu'elle trafiquait avec le Cap de Bonne-Espérance, Glass étant propriétaire d'une petite goélette. À l'époque de notre arrivée, le gouverneur y résidait encore, mais la petite communauté s'était multipliée, et il y avait à Tristan d'Acunha 65 individus, sans compter une colonie secondaire de 7 personnes sur l'île Nightingale. Nous n'eûmes aucune peine à nous ravitailler convenablement, car les moutons, les cochons, les bœufs, les lapins, la volaille, les chèvres, le poisson de diverses espèces et les légumes s'y trouvaient en grande abondance. Nous jetâmes l'ancre tout auprès de la grande île, sur 18 brasses de profondeur, et nous embarquâmes très convenablement à notre bord tout ce dont nous avions besoin. Le capitaine Guy acheta aussi à Glass 500 peaux de phoques et une certaine quantité d'ivoire. Nous restâmes là une semaine, pendant laquelle les vents régnèrent toujours du nord-ouest avec un temps passablement brumeux. Le 5 décembre, nous cinglâmes vers le sud-ouest pour faire une exploration positive relativement à un certain groupe d'îles nommées les Auroras, sur l'existence desquelles les opinions les plus diverses ont été émises. On prétend que ces îles ont été découvertes dès 1762 par le commandant du 3-mâts Aurora. En 1790, le capitaine Manuel de Oyarvido, du 3-mâts Princess, appartenant à la Compagnie royale des Philippines, affirme qu'il a passé directement à travers ces îles. En 1794, la corvette espagnole Atlébida partit dans le but de vérifier leur position exacte, et dans un mémoire publié par la Société royale hydrographique de Madrid en 1809, il est question de cette exploration dans les termes suivants. La corvette Atlébida a fait dans le voisinage immédiat de ces îles, du 21 au 27 janvier, toutes les observations nécessaires et a mesuré avec des chronomètres la différence de longitude entre ces îles et le port de Soledad dans les Malvinas. Elles sont au nombre de 3, situées presque au même méridien, celle du milieu un peu plus bas et les 2 autres visibles à 9 lieues au large. Les observations faites à bord de la Atlébida fournissent les résultats suivants relativement à la position précise de chaque île. Celle qui est plus au nord est située à 52°37'24 de latitude sud et à 47°43'15 de longitude ouest. Celle du milieu, 53°2'40 de latitude sud et à 47°55'15 de longitude ouest. Enfin, celle qui occupe l'extrémité sud à 53°15'22 de latitude sud et à 47°57'15 de longitude ouest. Le 27 janvier 1820, le capitaine James Weddell, appartenant à la marine anglaise, fit voile de Staten Land, toujours à la découverte des auroras. Il dit dans son rapport que, bien qu'il ait fait les recherches les plus laborieuses et qu'il soit passé non seulement sur les points précis indiqués par le commandant de l'Atlébida, mais encore dans tous les sens aux environs des 10 points, il n'a pu découvrir aucun indice de terre. Ces rapports contradictoires ont incité d'autres navigateurs à chercher les îles, et, chose étrange à dire, pendant que quelques-uns sillonnaient la mer dans tous les sens à l'endroit supposé, sans pouvoir les découvrir, d'autres, et ils sont nombreux, déclarent positivement les avoir vus, et même s'être trouvés à proximité de leur côte. Le capitaine Guy avait l'intention de faire tous les efforts possibles pour résoudre une question si singulièrement controversée. Nous continuâmes notre route entre le sud et l'ouest, avec des temps variables, jusqu'au 20 du même mois, et nous nous trouvâmes enfin sur le lieu en discussion par 52°15 de latitude sud et 47°58 de longitude ouest, c'est-à-dire presque à l'endroit désigné comme position de l'île méridionale du groupe. Comme nous n'apercevions pas trace de terre,
Nous continuâmes vers l'ouest par 53 degrés de latitude sud jusqu'à 50 degrés de longitude ouest. Alors nous portâmes au nord jusqu'au 52e parallèle de latitude sud. Puis nous tournâmes à l'est et nous tînmes notre parallèle par double hauteur, matin et soir, et par les hauteurs méridiennes des planètes et de la Lune. Ayant ainsi poussé vers l'est jusqu'à la côte ouest de Georgia, nous suivîmes ce méridien jusqu'à ce que nous eussions atteint la latitude d'où nous étions partis. Nous fîmes alors plusieurs diagonales à travers toute l'étendue de mer circonscrite, gardant une vigie en permanence à la tête de mât et répétant soigneusement notre examen 3 semaines durant, pendant lesquelles nous eûmes toujours un temps singulièrement beau et agréable sans aucune brume. Aussi fûmes-nous pleinement convaincus que si jamais des îles avaient existé dans le voisinage à une époque antécédente quelconque, présentement il n'en restait plus aucun vestige. Depuis mon retour dans mes foyers, j'apprends que le même parcours a été soigneusement suivi en 1822 par le capitaine Johnson de la goélette américaine Henry et par le capitaine Morel de la goélette américaine Wasp. Mais ces messieurs n'ont pas obtenu de meilleurs résultats que nous.